Pour bien comprendre Nietzsche, il faut disposer de la qualité des beaux vins, l'art de la rumination. Les livres de Nietzsche sont toujours denses et extrêmement agréables à lire et encore plus à écouter. Son style très poétique insiste beaucoup, surtout à la fin de sa vie, sur l'agréabilité de ce qu'il écrit. On m'avait raconté que lorsqu'il était déjà un peu fou, il tapait à la machine à écrire et il tapait plus pour le son de comment il écrivait, de la mécanique, parfois plus que pour le sens. Je pense que ça se ressent dans les livres qu'il a écrits. Je pense qu'on a vraiment l'impression de pas toujours avoir une cohérence dans ce qu'on lit. Il y a beaucoup de passages qui sont, à mon sens, très contradictoires et il y a beaucoup de phrases qui n'ont pas grand intérêt, surtout sa misogynie qui peut être vraiment pénible aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, il faut être capable de replacer un auteur dans son contexte. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup trouver, avoir un livre qui serait Nietzsche pour les nuls. Avoir un petit Nietzsche pour les nuls pour comprendre le contexte, comprendre les idées générales, essayer de voir dans chaque livre un peu ce que d'autres personnes en ont dit. Dans Par-delà le bien et le mal, il continue le travail qu'il avait commencé dans Généalogie de la morale, cette critique de la morale, principalement de la morale chrétienne, mais d'une manière générale de ces codes moraux que les individus s'imposent. Il y a beaucoup de critiques des stoïciens chez Nietzsche. Pourtant, je pense que dans Ainsi parlait Zarathustra, il présente beaucoup d'idées, de concepts, de manières de vivre. Et je me rappelle que ce qui semblait être un stoïcien, il disait les conseils qu'il professait, il disait les conseils que professait le stoïcien, que c'était probablement les moins pires à suivre. Eh bien, évidemment, Nietzsche cherche quelque chose de plus grand, il cherche le surhomme, il cherche à dépasser le bien et le mal, à dépasser les concepts moraux traditionnels. Il est profondément choqué, il est profondément opposé aux idées nouvelles que sont le démocratisme mou et le socialisme, communisme, marxisme en général. Il considère que la souffrance est une bonne chose et que c'est justement la morale d'esclave, la morale des faibles qui essaie de limiter les forts. Donc, dans son livre, on a beaucoup de choses contradictoires. Cette critique de la religion chrétienne est présente dans tout le livre, mais à un moment, plutôt vers la moitié, il défend l'intérêt de la religion pour éduquer, former les masses. Il défend l'intérêt de la religion également pour ceux qui peuvent ensuite s'élever et apprendre à commander. Donc, il n'est pas opposé à la religion et, à mon avis, il comprend qu'un ordre moral est important. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il condamne toute forme d'ordre moral, il critique le christianisme et tous ses défauts, avec raison à mon avis, mais je pense qu'il, peut-être je me trompe, mais il a conscience qu'il faut quand même quelque chose, un cadre. On n'a pas à vraiment réfléchir sur pourquoi il ne faut pas tuer. Est-ce qu'il faut penser au-delà du bien et du mal sur pourquoi il ne faut pas tuer? Alors est-ce que c'est seulement la loi qui doit nous imposer ça? Ou alors est-ce qu'on ne doit pas simplifier les choses et garder un carcan moral pour éviter que justement tout ce qui sort de l'ordre moral ne soit pas un désastre? Parce qu'évidemment, dépasser le bien et le mal peut être une bonne chose. Enfin, vous voyez, peut avoir un impact positif. Il dit que, évidemment, au début de l'humanité,
tout ce qui était moral avait plutôt le sens d'utile et d'inutile, et qu'il y a eu un changement ensuite. Et donc, est-ce que dépasser le bien et le mal peut seulement avoir des effets positifs, mélioratifs, ou alors est-ce que ça peut nous perdre, nous perturber et complexifier les choses au-delà du nécessaire? Dans son livre, Par-delà le bien et le mal encore, il critique les nationalismes. Il critique énormément en disant que les gens sont faibles et ne sont pas capables de s'accepter en tant qu'individu libre. Mais après ça, il parle de l'âme allemande, de l'âme anglaise, de l'âme française. Et il est forcé de constater que lui-même est le produit de sa culture. Alors, est-ce qu'il a parfaitement conscience de ça? Je pense que oui, on est le produit de notre culture, de notre pays. Et est-ce que c'est, encore une fois, fondamentalement nécessaire de dépasser ça? Est-ce que c'est pas une sorte de pré-libertaire, ultra-libéral, voire libertarien? Est-ce que c'est pas justement cette pensée qu'il faut tout dépasser, rien laisser derrière? Est-ce que c'est la bonne solution, ou pour pas mettre de morale, est-ce que c'est ce qui va faire que notre société soit plus positive, soit plus utile, soit plus harmonieuse, soit plus efficace? Toutes ces questions-là qui ne sont pas morales, eh bien, peuvent au fond déterminer la morale. Est-ce que la morale est utile? Est-ce que la morale est efficace? Est-ce que la morale rend la société plus harmonieuse? Toutes ces questions sont intéressantes. Évidemment, Nietzsche, c'est aussi cette critique du troupeau, cette critique de la masse. Un bon philosophe, c'est un philosophe qui doit être ignoré des masses. Enfin, il parle beaucoup de son amour, de la positivité, du dieu positif, de Eros, de Dionysos. Il critique énormément le christianisme et toute sa vision mortifère du corps, des plaisirs, du bonheur, et veut justement ramener Dionysos au centre, celui des plaisirs de la chair, de la nourriture, celui qui savait vivre. Évidemment, Eros, Dionysos ne sont pas morts, ils n'ont pas été tués par le christianisme, ils ont été empoisonnés, c'est-à-dire qu'ils ont été travestis, manipulés, transformés pour nous donner l'impression que, eh bien, avoir de petites passions et les satisfaire, c'est une bonne chose. Et que si on accepte de petites passions, si on accepte la satiété, si on accepte de se limiter, eh bien, on sera plus heureux. Il considère que ce n'est, encore une fois, que du contrôle des troupeaux. Bref, il me semble important de commencer Nietzsche avec ses premiers ouvrages, parce que j'avais lu, étant plus jeune, Ainsi parlait Zarathustra, que j'avais bien aimé, mais j'en étais sorti, encore une fois, un peu confus et perdu, comme avec le livre Par-delà le bien et le mal. Donc, il faut reprendre l'œuvre, à mon avis, avec une certaine chronologie pour bien comprendre l'évolution de sa pensée et peut-être voir dans les premiers ouvrages une œuvre plus structurée, plus simple à lire, et non pas des aphorismes comme dans Par-delà le bien et le mal, ou alors une aventure, un conte poético-philosophique, comme dans Ainsi parlait Zarathustra. Une œuvre de philosophie plus traditionnelle, avec une construction plus simple. Bref, Nietzsche, ce n'est pas le philosophe du nazisme ou des guerres mondiales, comme beaucoup de gens le pensent. Ce n'était pas un philosophe, pour reprendre une caractéristique morale, ce n'était pas un philosophe mauvais qui voulait le mal, c'était un philosophe libre, indépendant, et il faut bien comprendre que lorsqu'il tient des propos misogynes, c'est principalement parce qu'il a été rejeté beaucoup de fois dans sa vie, comme c'est souvent le cas lorsque de grands auteurs, de grands artistes sont misogynes. Il y a aussi la critique de l'antisémitisme
qui ne me semble absolument pas fondée. On est avant les guerres mondiales, avant la Seconde Guerre mondiale, avant le nazisme, et l'utilisation des mots âme, race, pour faire référence ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'ethnie ou d'origine, n'était pas aussi problématique qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, on continue d'utiliser le mot race, ça n'a pas trop impacté l'utilisation du mot. En Europe, c'est impossible, mais il parle bien d'ethnie ou d'origine, etc. Il y a un passage où Nietzsche, justement, dit que les Juifs pourraient dominer l'Europe, mais qu'ils ne le veulent pas. Leur désir, c'est enfin de pouvoir s'assimiler, de vivre tranquillement dans un lieu. Et à cette époque, les Juifs, beaucoup de Juifs pensaient qu'ils pourraient ensuite, dans le futur, vivre tranquillement en Europe. Donc non, Nietzsche n'était absolument pas antisémite, ni à l'origine de la pensée du nazisme. Les livres donc de Nietzsche sont très intéressants et je vais essayer d'en trouver d'autres. Faut que je lis. Oui, tu dis faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!